Bienvenue à tous. Près de 54 ans après son assassinat, Martin Luther King et son combat pour l'égalité des droits aux États-Unis est de nouveau au devant de la scène. Comme chaque année, le troisième lundi du mois de janvier est une journée de commémoration permettant de réfléchir sur l'héritage du pasteur et leader du mouvement civique des années 60 aux États-Unis. Mais cette année, les militants des droits civiques ont exprimé leur colère et des élus démocrates leur frustration suite au blocage au Sénat d'une proposition de loi fédérale visant à protéger le vote des minorités selon l'administration Biden. Un faux débat pour les républicains pour qui certaines des lois votées au niveau des États dont ils contrôlent les organes législatifs visent plutôt à protéger l'intégrité du vote. Quelle lecture peut-on faire de l'héritage de Martin Luther King Jr. aujourd'hui? Le droit de vote des minorités est-il réellement menacé aux États-Unis? Réponse avec nos analystes. Les États-Unis ont célébré lundi en hommage au pasteur noir, le King Day, connu donc pour son rôle dans la lutte pour les droits civiques. Laurel Bowman de la VOA nous explique dans ce reportage comment les questions de justice sociale continuent de jouer un rôle central dans la politique américaine, et c'est un récit de Lionel Gaïma. Et je veux dire au peuple américain et aux nations du monde, nous avançons et aucune vague de racisme ne peut nous arrêter. L'ascension de Martin Luther King Jr. en tant que leader de droits civiques a commencé en 1955 lorsqu'il a dirigé la campagne en faveur de la déségrégation des bus publics dans l'État de l'Alabama. Il a ensuite dirigé des mouvements pacifiques en faveur de l'égalité de droits. En 1964, King a remporté le prix Nobel de la paix. La même année, le président américain Lyndon Johnson a signé le Civil Rights Act de l'année et l'année suivante, le Voting Rights Act. Ces lois ont interdit la ségrégation raciale dans les lieux publics et les pratiques discriminatoires qui empêchaient les Noirs de voter. Je rêve que mes 4 petits-enfants vivront un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur le contenu de leur caractère. Cette semaine, le ministère américain de la Justice a rendu hommage à King dans un forum virtuel. Dr. King a eu un impact sur toute nos vies et son héritage d'espoir et son engagement farouche en faveur de la justice et de l'égalité reste présent dans notre travail quotidien à la division des droits civiques. De nombreux leaders du mouvement de droits civiques affirment que la lutte de Dr. King pour l'égalité de droit de vote reste d'actualité. La semaine dernière, le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris se sont rendus au lieu de sépulture de Martin Luther King Jr. dans l'État de Géorgie, où Biden s'est exprimé sur le débat national en cours sur le droit de vote. Ce n'est pas seulement ici, en Géorgie. Rien que l'année dernière, 19 États n'ont pas proposé, mais promulgué 34 lois attaquant le droit de vote. Il y a près de 400 projets de loi supplémentaires que les républicains ont tenté de faire adopter au niveau des États. Il ne s'agit plus de savoir qui peut voter, il s'agit de rendre le vote plus difficile. Il s'agit de savoir qui compte le vote et si votre vote compte du tout. Les républicains rejettent les critiques de Biden, affirmant que leur camp cherche à protéger et non à restreindre le vote en Amérique. Ils se disent également alarmés par les propositions visant à modifier les règles du Sénat pour adopter une nouvelle loi nationale sur le droit de vote sans le soutien des républicains. King a été assassiné en 1968, mais des décennies plus tard, ces célèbres paroles inspirent encore beaucoup à continuer à travailler pour la justice raciale, une question qui reste au cœur du dialogue national aux États-Unis. Merci beaucoup Lionel. Et à présent, nos invités à New York, nous avons Souleymane Bachir Diagne, auteur, professeur à Columbia University. Ici à Washington, au téléphone, nous avons Marilyn Sefoc, professeur de langue à Howard University, et toujours dans la capitale fédérale américaine. René Lake, analyste politique. Merci à tous d'être avec nous. Alors,
Suleiman, quand on dit Martin Luther King, on pense d'abord à la non-violence. Pour beaucoup, le débat contradictoire et la recherche de consensus sont devenus quand même presque une chimère au profit du manichéisme, n'est-ce pas? Dans un tel contexte aujourd'hui, comment rendre la philosophie de King toujours actuelle? Oui, bonjour Abdulrahman, et vous avez raison de souligner que le propos de King semble aujourd'hui quelque peu décalé. Nous vivons, vous l'avez dit, dans un monde du manichéisme où tout est soit blanc, soit noir, dans un monde également du cynisme, finalement, où on a le sentiment que la victoire à tout prix, remporter une victoire est infiniment plus important qu'avoir véritablement raison. Plutôt que d'avoir raison moralement, ce qui était le moteur même de la pensée de Martin Luther King, on cherche plutôt à avoir raison de l'adversaire, c'est-à-dire qu'on est dans une espèce de climat tout à fait tribaliste, où il s'agit vraiment de la victoire d'une tribu contre une autre tribu. Et on peut s'interroger sur ce décalage entre ce propos au fond optimiste, plein d'optimisme, plein de foi et idéaliste de Martin Luther King, son insistance sur la non-violence à une époque pourtant qui était une époque bien plus rude que celle que nous vivons aujourd'hui. Et il faut se rappeler à ce moment-là que la meilleure manière de combattre le cynisme ambiant, ce n'est pas d'en rajouter dans le cynisme, mais précisément de retrouver cette flamme et cet optimisme de Martin Luther King. Cette confiance qui était la sienne, qu'au bout du compte, l'arc moral de l'univers va toujours incliner vers la justice. Alors, Marilyn, grâce à Dr. Martin Luther King et d'autres militants, l'Amérique a eu son Civil Rights Act et son Voting Rights Act. Alors, comment est-ce qu'ils verraient aujourd'hui les États-Unis? Entre-temps, on a eu un président africain-américain, une vice-présidente femme et africaine-américaine également d'origine indienne, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il verrait l'Amérique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je pense que son regard sur l'Amérique serait assez mitigé parce que d'une part, il y a eu, comme vous l'avez dit, ces victoires qui représentent tout à fait ses idéaux, qui représentent tout à fait son combat, le résultat de son combat. Mais d'autre part, il y a eu évidemment entre-temps l'élection de Donald Trump. Entre-temps, il y a eu des extrémismes qui se sont installés, qui se sont incrustés dans le paysage politique américain. Et entre-temps, il y a eu, si vous voulez, une résurgence du racisme, comme on l'a vu, qui se manifeste non seulement au quotidien, mais qui est vraiment maintenant ancré dans la politique américaine. Et donc, je pense qu'il aurait un regard à la fois encouragé, mais aussi extrêmement déçu de l'évolution politique récente des États-Unis. D'accord. Alors, René Lake, des thèmes comme la non-violence mobilisent-ils toujours selon vous? On a vu que la violence est très présente dans le discours, aussi bien politique, mais également dans la rue. Oui, je crois que oui, parce que, vous savez, Abdulrahman, le niveau de remise en cause des droits acquis par les minorités dans ce pays, que ce soit les Noirs, les femmes, les Latinos, les Native Americans, donc les Indiens d'Amérique, le niveau de remise en cause de leurs droits, notamment avec la dernière administration, était extrêmement élevé. Je pense même, de mon point de vue, très, très violent. La remise en cause était très violente, devrais-je dire. Et je crois que, malgré tout, la réponse, jusqu'à présent, a été une réponse extrêmement pacifique. Le mouvement Black Lives Matter, que l'on a connu il y a 2 ans, est resté, somme toute, il y a toujours des petites escarmouches ici et là, mais de manière générale, est resté très pacifique. Donc les réponses, jusqu'à présent, sont très pacifiques, sont très non-violentes. Elles se font toujours dans le cadre institutionnel du jeu démocratique dans lequel le pays se meut depuis des années. Mais malgré tout, je note que de l'autre côté, les remises en cause, elles, sont beaucoup plus violentes, tant d'un point de vue institutionnel que d'un point de vue politique. Et Suleiman, quand on voit la naissance justement d'un mouvement comme le Black Lives Matter, est-ce que vous pensez que c'est un peu la roue de l'histoire qui tourne naturellement, ou bien c'est parce qu'on fait un peu de surplace?
depuis les années 60? Je crois qu'on peut considérer le mouvement Black Lives Matter comme une sorte de réincarnation pour notre temps de ce qui a eu lieu à l'époque de Martin Luther King quand il s'est agi de mettre en branle le mouvement des droits civils. Black Lives Matter est d'une certaine façon effectivement un recommencement, mais un recommencement à un niveau différent et pour une époque et une situation différente. Le combat de Martin Luther King pour les droits civils de son époque, les droits civils de son époque, pour le vote, etc., ce n'est pas exactement le combat des Black Lives Matter contre le racisme dit structurel, le racisme tel qu'il est inscrit, par exemple, dans le système de justice, de la justice américaine, dans le système pénal, dans le système judiciaire, etc., etc. Et ce n'est pas non plus le même combat contre le racisme structurel inscrit dans les institutions. Par conséquent, oui, on peut estimer que cette génération Black Lives Matter reprend à son compte une histoire qui est l'histoire des droits civiques en général aux États-Unis, telle qu'elle a été menée par Martin Luther King, mais reprend cette histoire selon ses propres termes et selon la traduction qu'exige le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et Marilyn, pour parler un peu de Dr. King également, on parle plus souvent de son discours « I have a dream », mais il y a aussi son discours qui est tout aussi important, Beyond Vietnam, dans lequel il revient sur son thème préféré, la non-violence, mais également dans lequel il réaffirme sa position contre la guerre du Vietnam. Alors pourquoi ce discours est toujours d'actualité pour vous? Alors ce discours pour moi est encore davantage d'actualité que le discours I have a dream. I have a dream, c'est l'expression véritable de rêve, l'expression d'un idéal, tandis que Beyond Vietnam, à mon avis, c'est un discours qui vraiment fait état de toute la problématique américaine et qui insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de résolution de la société américaine, il ne peut y avoir de résolution que dans le cadre d'un véritable refondement de la nation, d'une véritable réaffirmation de la nation américaine et dans une véritable remise en question de ce que l'Amérique représente. Et qu'il faudrait y avoir une sorte de réconciliation, si vous voulez, entre les différentes composantes de la nation américaine. Et donc, c'est un véritable discours qui mérite davantage même d'être appris dans les universités, dans les écoles, que I have a dream. Parce qu'il étale vraiment tous les mots dans ce discours de la nation américaine et propose des solutions concrètes, tant au niveau national qu'au niveau international, puisqu'au niveau international, ces mots se reflètent également, parce que l'entreprise de Vietnam, c'était un véritable soutien au colonialisme français au Vietnam. Donc, donc là-dessous, en dessous, il y avait évidemment toute une question raciale qui se posait également. Et Martin Luther King a proposé donc des solutions très concrètes au peuple américain. D'accord. Alors, René, l'engouement suscité par le Black Lives Matter après la mort de George Floyd est quelque peu retombé, hein, si on peut le dire. Est-ce que ce n'est pas un peu le problème du mouvement citoyen aux États-Unis? Il ne mobilise que lorsqu'il y a des cas hyper médiatisés. Oui, Abdourahmane, c'est vrai, on peut le dire pour les États-Unis, on peut le dire pour les autres pays du monde. C'est un problème sociétal. L'être humain se mobilise quand il est confronté à une situation particulière, à une situation qui remet en cause soit ses privilèges, soit tout simplement son existence ou sa dignité. Et bon, dans le cas d'espèce, c'est vrai que le mouvement est relativement retombé, mais disons plutôt qu'il a peut-être été relayé par d'autres formes de manifestations plus institutionnelles, plus organisées, plus politiques.
Et l'un des résultats premiers, ça a été les élections de l'année dernière. Je pense qu'on ne peut pas ne pas lier le mouvement Black Lives Matter que nous avons vécu il y a 2 ans avec la manière dont s'est déroulée la campagne électorale, avec la victoire de Joe Biden, mais également avec la victoire de 2 démocrates en Géorgie, qui est un État rouge, comme on dit ici, et qui c'est essentiellement sur cette dynamique-là que les électeurs noirs ont surfé et ont donné ces deux postes de sénateurs aux démocrates et qui leur ont permis d'avoir en fait la majorité. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que, disons, il y a, d'après, par exemple, certains Africains-Américains qui sont conservateurs, l'Amérique aujourd'hui a un tel niveau que la question des droits civiques n'est plus forcément une priorité. Vous êtes d'accord ou pas? Je pose la question rapidement, peut-être que Souleymane pourra réagir également. Oui, écoutez, moi je pense pas, non, je dirais pas cela. Je pense que aujourd'hui, la question est une question qui se pose. La preuve, c'est au sein du Parti démocrate aujourd'hui, il y a cette contradiction entre ceux qui pensaient que la Maison-Blanche devait se mobiliser sur cette question du droit de vote beaucoup plus tôt. Et d'un autre côté, bon, la Maison-Blanche considérait que bon, il y avait d'autres priorités, la question du Covid, la question de la relance économique, et que ce n'est que maintenant que Biden et la Maison-Blanche se mobilisent sur cette question des droits de vote. Donc, je pense que... Oui. Là, oui. Souleymane, votre réaction sur ça? Aujourd'hui, tout le monde peut aller à Columbia, à Harvard, donc, comme le disent certains conservateurs, y compris des Africains-Américains. Oui, non, c'est vrai que vous avez ce discours de conservateurs, y compris africains-américains, qui disent que les choses de toute manière vont mieux, que le combat pour des droits civiques a été largement gagné et qu'il n'y a donc plus lieu d'avoir des mouvements du type Black Lives Matter. Mais justement, aujourd'hui, la remise en cause, parce qu'il faut bien appeler les choses par leur nom, la remise en cause du droit de vote va reposer le problème et faire en sorte qu'il y ait un certain retour à l'exigence que des droits civiques soient de nouveau sur la table et deviennent un moteur de la lutte. Parce que ce qui se passe, on le voit bien, c'est que elle, très conservatrice du Parti républicain, estime que si elle n'a pas la majorité sociologique, il faut qu'elle réussisse à avoir une certaine majorité par les phénomènes de découpage, par la limitation du droit des minorités à voter, etc. Souleymane. Et ceci risque de redéclencher les choses. D'accord, on va donner l'occasion à Marilyn de réagir à cette question en seconde partie. Alors, on va rapidement lire quelques commentaires de téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Hassan Omar Boulalé à Djibouti nous dit que le rêve de Martin Luther King n'est pas encore effectif avec ces violences raciales et bavures policières sur la communauté afro-américaine, mais tout n'est pas perdu. Il faut mettre en place des lois qui protègent les biens, la vie et l'honneur des Africains-Américains. Laurent Lipassa Kananga en RDC écrit « La pérennisation des acquis servirait d'exemple aux nouvelles générations. Sa lutte est d'une importance capitale dans un monde qui était pris en otage par l'injustice, l'oppression et le racisme. » Et puis Mamadou Ouriba à Dakar nous dit que Martin Luther King restera inoubliable dans les cœurs de tous les démocrates patriotes jusqu'à la fin des temps. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington Forum revient après une courte pause. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités. À New York, Souleymane Bachir Diagne, auteur, professeur, philosophe à Columbia University. À Washington, Marilyn Sifoc, professeur de langue à Howard University. Et toujours à Washington, René Lec, analyste politique. Je reste avec vous. Marilyn, on parlait un peu plus tôt de, disons, de l'importance aujourd'hui même des droits civiques. Certains estiment que ça ne doit plus être une priorité. Et votre réaction ? Alors évidemment, les réactions des différents États nous montrent que cela doit rester une priorité parce qu'il y a eu, comme vous le savez, toute une série de législations qui a été mise en place par certains États, par les États conservateurs, pour justement essayer d'éliminer carrément les droits civiques qui avaient déjà été acquis depuis déjà des décennies. Donc il s'agit maintenant de remettre la question sur le tapis une fois pour toutes et donc pas seulement la question des différentes lois qui ont été votées récemment pour essayer de limiter le vote des minorités, mais vraiment remettre en question le découpage électoral, remettre en question, parce que le découpage électoral, si vous voulez, c'est vraiment une manière très insidieuse d'essayer d'éliminer tous les acquis des années passées, des décennies passées. Donc la question que vous me posez, à savoir si c'est encore à l'ordre du jour, évidemment que c'est à l'ordre du jour. Ça devrait faire l'objet d'un débat, d'un grand débat national où les partis conservateurs devraient être interrogés par le public et s'interroger lui-même sur la finalité de ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. Alors, Souleymane, cette année, la commémoration du MLKD s'est justement déroulée dans ce contexte politique assez différent. Est-ce que vraiment le droit de vote est menacé aux États-Unis 54 ans après la mort du révérend King? Alors, je crois que je vais reprendre le mot que notre collègue Marilyn vient d'employer, c'est le mot insidieux. Le droit de vote n'est pas menacé, si vous voulez, frontalement, mais il l'est de manière insidieuse parce que lorsque un parti politique, en particulier, décide de travailler à des découpages de circonscriptions électorales qui vont faire en sorte de noyer, par exemple, certaines communautés à l'intérieur de communautés plus larges pour changer le vote, ou alors rendre le vote plus difficile pour, visiblement, certaines minorités. Parce qu'une loi, par exemple, aussi bizarre que l'interdiction simplement d'aller apporter de l'eau à quelqu'un qui fait la queue pour voter n'a de sens que si précisément vous voulez rendre plus difficile le vote dans certains coins, et c'est-à-dire pour certaines populations. Par conséquent, il n'y a pas d'attaque frontale, ce serait impossible. Mais il y a effectivement une manière insidieuse de faire en sorte que la majorité sociologique qui aujourd'hui pense plutôt du côté démocrate soit limitée par des mesures de découpage et des mesures législatives rendant le vote difficile pour certaines populations. Oui, mais René, les républicains disent par exemple que dans tous les pays du monde, il faut par exemple prouver son identité avant de voter et que les démocrates veulent justifier, utiliser en tout cas la question raciale à des fins politiques. Ont-ils raison ou bien c'est plus profond que ça? Écoutez, l'argument comme ça, à première vue, semble être un argument de bon sens, j'ai presque envie de dire. Mais le problème, c'est qu'il aurait fallu démontrer qu'il y a eu une difficulté particulière dans le passé, ce qui n'est absolument pas le cas. Les États-Unis, il n'y a pas de problème de fraude électorale qui soit massive et qui puisse changer les résultats d'élections. Il y a eu plusieurs commissions qui ont été montées. La dernière a été montée par Donald Trump dans le cadre de son administration.
et il n'a jamais obtenu de résultats probants indiquant qu'il y a des problèmes de vote dans ce pays. Bien au contraire. Vous savez, Abdourahmane, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, a suggéré il y a 2-3 jours la création même d'une police spéciale pour le monitoring des élections. Le retour en arrière, le recul que nous observons aujourd'hui, il est absolument sans précédent. Dans votre reportage, vous avez parlé des 19 États qui, en 2021, ont voté 34 lois. Et bien, pour 2021, c'est 152 lois qui sont proposées pour 18 États. Donc, c'est vraiment un assaut insidieux, certes, mais relativement frontal d'un point de vue institutionnel et légal qui est mis en place. D'accord. Malheureusement, on n'a que 3 minutes pour parler un peu de l'héritage de Martin Luther King et l'Afrique, la diaspora. Peut-être, Marilyn, en 1 minute, pour vous, si vous devez résumer un peu comment MLK, comme on l'appelle, est vu aujourd'hui dans le monde, particulièrement en Afrique et la diaspora, ce serait quoi pour vous? Alors, Martin Luther King représente pour le monde entier une manière d'aborder des problèmes extrêmement épineux d'une société de façon extrêmement pacifique, avec à la clé des résultats tout à fait probants, puisque le combat de Martin Luther King, si vous voulez, c'est couronné de succès par le Voting Rights Act, le Civil Rights Act. Et Souleymane, vous revenez du Sénégal. Martin Luther King, comme nous on l'a vécu dans les années 80, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Je le crois d'autant plus d'ailleurs que dans mon esprit, et je crois dans l'esprit de beaucoup, il y a une forme de superposition de 2 immenses figures de notre temps, qui sont Martin Luther King et Nelson Mandela. Je crois que tous les deux ont illustré l'idée de personnalités qui ont parié sur l'humain et qui ont parié sur l'optimisme et qui ont parié sur la non-violence à une époque qui était une époque violente et une époque d'inhumanité. Et je crois que cet héritage-là est intangible et qu'il survivra au temps. D'accord. Et René, que retenez-vous de Martin Luther King et le reste du monde, notamment l'Afrique? J'adore cette image, j'adore cette superposition dont Bachir vient de parler, Martin Luther King, Mandela. Et effectivement, pour les deux, moi je crois que l'élément central, c'est la mobilisation. C'est la capacité qu'ils ont eue à mobiliser les gens, à mobiliser le peuple, à mobiliser les communautés. Et je crois que c'est ça qui reste d'actualité, Si l'on veut que la situation, qu'il y ait une certaine équité, qu'il y ait une certaine justice sociale, il va falloir que les populations, que les communautés noires et les autres minorités aux États-Unis se mobilisent fortement. Et cela est valable pour les États-Unis, mais c'est valable pour les autres pays, dans les autres populations dans le reste du monde. Voilà. Merci beaucoup. Fin de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent, sur notre site voaafrique.com et sur notre page Facebook. Un grand merci également à toute l'équipe technique. À très bientôt sur VOA Afrique. Au revoir.